On n'a pas de congère, donc déjà c'est pas mal, mais ça pourrait arriver. Donc moi je suis Marie-Aude Mathieu, je suis la directrice d'Aide Ravare qui vous accueille aujourd'hui. On est partenaire du dispositif Aviso dont on va pas mal vous parler tout au long de la matinée et dont on a la fine équipe avec nous, enfin une partie, il nous en manque encore un petit peu. Donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment de parler de soins, comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme vers le soin, parce qu'on sait qu'un problème somatique peut engendrer des troubles du comportement importants et un mal-être tout simplement comme pour tout à chacun. Le début de l'IME et puis même les années qui ont suivi, on a été touchés et on ne savait pas comment faire pour certains résidents, certains enfants qui avaient des troubles de comportement, à qui on avait fait quand même pas mal de choses sur le plan physique, somatique, dentaire, etc. Et malgré tout, les troubles de comportement persistaient, malgré le changement de traitement psychotrope. Du coup, est arrivé dans l'esprit des gens qui avaient eu des consultations à Étampes, des consultations dédiées au handicap avec une prise en charge globale. Alors on voyait ça un peu comme le Graal et on s'est dit on va envoyer nos enfants difficiles là-bas et ils vont tout résoudre et ils vont revenir parfaitement bien. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça non plus, parce que Étampes c'est pas à côté de chez nous, parce que du coup on s'est renseigné, on est allé avec Patricia et Marinette aux journées de soins somatiques à Paris, au congrès, et là on rencontre donc le ponte de la consultation dédiée, monsieur, le docteur Saravan, avec qui on a échangé. Et du coup, l'année d'après, Cécile Guilbert, une autre infirmière, est allée aussi à la formation et est revenue en disant il faut à tout prix que nous aussi, dans le Var, on ait des consultations dédiées plutôt que d'aller courir la moitié de la France, sachant qu'à Niort, ça se passe très bien, à Annecy aussi, dans l'Hérault, c'est parfait. Alors, on s'est rendu compte de consultations au sein d'hôpitaux en général, avec un service entier dédié, avec les soins dentaires, avec l'imagerie, etc. Donc quelque chose d'assez gros, tout est dédié. D'ailleurs, à la clinique Bonneveine à Marseille, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que tout est dédié autour du handicap. Nous, on a essayé de faire autrement, avec les moyens du bord, faut bien se le dire, aussi, avec ce qui existait, ce qu'on nous a imposé. L'ARS avait un cahier des charges aussi. Donc, on a été supporté par le centre hospitalier de Toulon-la-Seine. Et on a fait l'inverse, c'est-à-dire, je continue ma phrase, c'est-à-dire qu'on a décidé d'avoir un local qui nous permet d'accueillir au calme les patients et ensuite de les accompagner dans les différents services, dans les différentes consultations à l'imagerie, etc. Donc, dans le système, on va dire, inclusif, ce qui permet qu'ils soient pris en charge, tout comme ils sont pris en charge avec nous, ensemble. Il n'y a pas raison qu'ils soient à part. Alors, ils sont à part dans la consultation parce que ça permet effectivement d'aboutir à des soins, comme vous verrez plus tard, idéaux, qui se passent le mieux possible. Mais après, effectivement, ils vont dans les différents services, dans les différentes consultations, accompagnés des infirmières ou des éducateurs ou des parents ou toutes les personnes référentes autour de la personne handicapée, puisqu'on est référent handicap, tout handicap, moteur, intellectuel, etc. Mais on a quand même la spécificité de la dyscommunication, et c'est là où ça fait appel à vous tous, c'est donc les troubles autistiques qui génèrent effectivement pas mal de notre temps. Et je voulais terminer avant de passer la parole, qu'on est effectivement 3 filles là derrière la table, mais il y a 2 garçons. Presque la parité, il y a un dentiste, et il y a un psychiatre, donc eux qui nous aident énormément. J'allais dire, c'est même pas de l'aide, ils sont carrément, ils sont carrément partie prenante et très, très investis malgré leur mini-temps d'intervention, mais qui est pris d'assaut, parce que les soins dentaires chez les autistes, c'est très important, vous le savez.
mieux que moi. Donc voilà, et puis Lionel Couquet, le psychiatre, qui est quand même référent autisme sur la région, j'allais dire même sur la région PACA. Moi, je me présente, Marinette Damour, infirmière à la Masse-la-Goélette, depuis l'ouverture. Et en effet, la prise en charge des résidents autistes est vraiment, vraiment difficile, puisqu'ils sont non-verbaux, comme vous le savez déjà. Et prendre soin un résident demande beaucoup, beaucoup de patience et d'observation. Je vais rebondir sur le méopa. On a David qui a peur des prises de sang, qui a peur de tout soin. Quel que soit le soin, il en a peur. Et effectivement, il faut réaliser un bilan sanguin chaque année pour voir ce qui se passe. Et réaliser ce soin la première fois, ça a été vraiment difficile pour nous parce qu'on était à 3-4 à le maintenir. On n'avait pas encore le méopa à ce moment-là. Et suite à cet échec, parce que c'est quand même un échec pour nous, on a quand même un échec dans le sens où on a réalisé ce soin dans la difficulté, et pour le résident et pour nous-mêmes, parce que c'est pas évident de faire une prise de sang par force, c'est pas évident. Et donc on a réfléchi au méopa, et pendant 2 ans, il est venu tous les jours à l'infirmerie faire la désensibilisation aux soins, par habituation. Au départ, il venait tout simplement à l'infirmerie, on ne lui demandait rien, il repartait, donc on le renforçait derrière. Et au fur et à mesure, il a accepté de prendre le masque, il a accepté de le mettre sur le visage, et ça a mis 2 ans. Et aujourd'hui, on peut faire une prise de sang sans difficulté. Il a toujours peur, certes, mais il prend le masque sans problème. Et il inhale le gaz et on fait la prise de sang sans problème. Et pour lui, c'est rassurant. Et pour nous aussi. Pour nous aussi, parce que c'est pas évident de voir quelqu'un qui s'oppose. Alors qu'on est là pour faire du bien, puis finalement, on fait du mal. On peut peut-être parler de la prise en charge de Juliette. Ah oui, Juliette aussi, un autiste non-verbal, mais qui a quand même une certaine compréhension, qui arrive quand même à dire ce qu'elle a, où elle a mal. Et dernièrement, on avait un retrait d'implant à faire. Un plan contraceptif. Voilà, un contraceptif, et puis faire un électrocardiogramme. Donc, on l'a préparé en amont avec les pictogrammes. On lui a montré où se trouve l'hôpital, qui sera là ce jour-là. Et ça, on l'a fait 15 jours, 3 semaines avant. Bon, Juliette, on a de la chance parce qu'elle se laisse faire quand même, malgré tout. Et l'électrocardiogramme s'est très bien passé, sans problème. Et le retrait d'implant, c'est quand même un soin invasif et douloureux. Mais le fait de l'avoir préparé en amont, de le rassurer pendant le soin, mais tout s'est bien passé sans problème. Et on est sorti de là ravis. Ravis. Alors, juste pour rebondir, c'est vrai que Juliette, elle a un donc, très bon niveau de compréhension et on a des déroulés de soins qu'on lui a présentés la veille, le jour même. Donc, elle 3 semaines avant. 3 semaines avant. Bon. Elle intègre très bien après la suite logique des soins. Elle se laisse très bien faire. Je me souviens une fois d'une prise en charge parce qu'elle était à l'IME avant d'être à la Masse. Quand elle était plus jeune, j'étais seule et l'infirmière m'avait mis voir Juliette en consultation. Parfait. Il était midi, elle était à table, donc vraiment tout ce qui ne va pas. Et en fait, elle l'avait préparé exprès. Elle savait que pendant le repas, le médecin allait arriver, allait avec elle à l'infirmerie, allait lui faire un examen, tenez-vous bien, gynécologique. Et j'étais toute seule avec elle. J'avais été déjà un peu violentée par elle à la fois d'avant, donc j'étais pas du tout rassurée. Et en fait, ça s'est passé, mais tout simplement et tout seul, parce qu'elle a tout appréhendé jusqu'au bout. Alors, les déroulés de soins, c'est des pictos, hein, c'est-à-dire mon visage, la position sur la table, les instruments que j'ai en main. Alors évidemment, il ne faut pas déroger à la règle, il ne faut pas changer l'ordre de soins, il ne faut pas changer d'instrument non plus. Mais alors après, on n'est pas non plus dans la rigidité totale, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'à force de faire ça, eh ben, on les rigidifie à un point, mais c'est quelque chose du coup. Là, on est en train de déshabituer à ce déroulé en mettant par exemple des points d'interrogation là pour un des résidents au milieu de son parcours, parce que sinon il accepte, mais alors rien du tout comme changement. C'est-à-dire que si par exemple on fait, Laurent est là pour le témoigner, si on fait un passage à la pompe à essence quand on va à la piscine, eh ben, c'est un coup d'éclat dans le camion. On est obligé de revenir de toute façon à la Masse parce qu'il a malheureusement fait du mal à tous ceux qui étaient dans le camion et il a fallu rentrer dardard. Donc en fait, voilà, c'est un peu la limite du déroulé de soins. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on peut parler de Jérôme aussi, qui a eu une prise en charge malheureuse aux urgences.
Il a fait une chute, puis une crise d'épilepsie, et il est épileptique. Et en fait, eh ben, aux urgences, ils ont vu ça, ce qui est dit, c'est-à-dire l'autiste non-verbal. Ils ont quand même réussi à lui faire une radio pulmonaire, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on a déjà une radio pulmonaire, et sur la radio, il y avait la fracture du bras qu'ils n'ont pas vu. Voilà. Donc il est resté 3 jours en trouble de comportement. La mère nous a avertis. Alors moi, c'est vrai que c'était compliqué parce que je suis en masse, je ne suis pas à l'hôpital. Alors j'ai pas pu malheureusement discuter avec les médecins référents. Et en fait, elle l'a enlevé en signant une décharge. Elle l'a amené chez son médecin généraliste qui a fait que constater la fracture, quoi, et du coup la prise en charge. Donc c'est pour vous dire, ça c'était il y a même pas un an et demi. Voilà. Donc on est toujours confronté à ce même sujet. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a une coordination quand les infirmières vont à l'hôpital, en urgence, en général, l'urgentiste, et c'est ce qui s'est passé la dernière fois pour Shaima, ils m'ont téléphoné. Voilà, les médecins urgentistes m'ont téléphoné et on a discuté ensemble de la pathologie et de ce qu'il fallait faire. Et en général, c'est vrai qu'ils sont très démunis. Tout d'un coup, on a affaire à des étudiants en médecine première année, c'est-à-dire que je fais un bilan, je fais pas de bilan, je lui fais une prise de sang, je lui fais un EEG, je fais quoi, je la garde pas. Du coup, on essaye de les guider. Et nous, au sein du dispositif, on va essayer aussi d'essaimer la bonne nouvelle dans les différents... dans les différents... Elle est un peu plus... dans les différents services pour que du coup, on puisse, non pas nous, petit comité, mais que chacun à l'hôpital, chaque acteur de santé puisse avoir les bons gestes envers les dyscommunicants. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire même des formations bientôt, très bientôt, après-demain, mardi. Voilà, on va former du personnel soignant pour qu'ils soient sensibilisés à ce genre de soins. Mais franchement, il n'y a pas de magie, il y a juste de la patience et de l'empathie. Et l'observation. Et de l'observation, voilà, c'est... L'observation. Voilà, c'est ça. Alors, on a conçu... Ah ben non, zut. Ah, on a rechangé plein de fois, j'ai essayé de m'adapter. Non, mais c'était tout à l'heure, vous avez vu l'iceberg. En fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on part de... Marinette a parlé de 3 semaines. Parfois, il nous faut plus pour arriver à l'objectif de soins. Voilà. Et puis, voilà, exactement. Donc, je trouve que ça, c'est très, très parlant parce que, par exemple, le cas de Juliette, c'est vrai que ça paraissait d'une simplicité enfantine. Juliette est arrivée, bim, on a fait le changement le parcours de soins était vraiment adapté. Oui, voilà. Et on n'a pas attendu, c'est ça qui est important. On arrive, on nous prend en charge et le soin se fait rapidement. Et ça ne génère pas de troubles de comportement du coup. Donc, et tout se passe bien. Tout se passe bien et on repart de là content. Mais effectivement, avant, il y a eu toute la préparation et à la masse, et nous aussi. On prend rendez-vous chez Aviso lorsqu'on a besoin d'un soin particulier, d'un examen particulier. On appelle donc les infirmières d'Aviso et on demande un rendez-vous particulier. À partir de là, elles font le nécessaire pour avoir un rendez-vous rapidement. On ne va pas nous donner un rendez-vous rapide parce qu'on ne passe pas devant tout le monde. Mais malgré tout, on a un rendez-vous et lorsqu'on arrive sur place, on est accueilli. On n'attend pas. On ne nous regarde pas d'une drôle de façon déjà, parce que quand on arrive avec des autistes qui crient, qui courent dans tous les sens, on nous regarde bizarrement, parce que le regard des autres est toujours difficile. Et à partir de là, on est pris en charge rapidement. Tout se passe bien, on n'attend pas. Lors d'une consultation à l'hôpital avec un spécialiste, on attend dans la salle d'attente. L'autre jour, je suis partie voir un urologue avec Ludivine. On est arrivé à l'hôpital, on a attendu dans la salle d'attente, ce qui est normal, mais dès que le patient qui était avec le médecin est sorti, on est rentré directement, alors que ce n'était pas notre heure. On est rentré directement, il nous a vus rapidement et on a pu faire l'auscultation sans problème. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important de ne pas attendre et que ça se passe bien pour eux. C'est surtout pour eux, pas pour nous, parce qu'on est habitué à attendre, mais c'est pour eux. Pour eux, attendre dans une salle d'attente, le regard des autres, c'est très, 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 très difficile. Et ça génère des troubles de comportement, forcément. J'ai l'expérience, une fois, on était à l'hôpital aux urgences d'hier, pour toujours David, et on passe l'accueil, les entrées, etc. Puis je sensibilise la secrétaire en lui disant c'est un patient autiste, il ne supporte pas l'attente, est-ce qu'on peut nous prendre en charge rapidement ? Ben non,
Ah ouais. Ben non, on attend. Bah, David, 5 minutes, c'était bon. Au bout de 10 minutes, il se met à hurler. Il se met à déchirer les panneaux publicitaires. Et à partir de ce moment-là, ils ont compris qu'il fallait nous prendre en charge rapidement. On nous a mis dans un box. Et le médecin est arrivé. Déjà, on nous a isolés. Déjà, on nous a isolés. Et ensuite, il est venu rapidement. On a pu faire l'examen sans problème. Voilà. Oui, c'est comme Stéphane. Oui, voilà, Stéphane, c'est pareil aussi. On a eu une prise en charge. Je crois que j'en ai un. Alors là, par contre, pareil, on avait bien préparé en amont. Et pareil, on s'est heurté à la cadre de santé qui nous a dit mettez-vous au fond, là-bas, dans une chambre. Ça s'est super mal passé. Franchement, la consultation aussi, moi, quand je l'avais emmené, c'était ouais, aussi, ouais. L'attente a été insupportable. Je suis sortie, pareil, une paire de fois. Alors attendez, c'est là où ça devient drôle. Donc toujours voir cette cadre de santé qui m'a dit vous croyez que vous êtes toute seule je dis mais non, mais le problème c'est qu'on avait rendez-vous à 9h au bloc avec plusieurs spécialistes, il est 9h20, je suis très inquiète parce que si les spécialistes sont là à attendre et que nous on est au premier étage, moi j'aimerais vraiment descendre au bloc avec lui. Alors pourquoi le bloc? Parce qu'en fait on a fait une anesthésie générale parce qu'il est inexaminable. Moi je l'ai examiné qu'à ce moment-là. Et j'ai pu l'examiner, on a pu faire une prise de sang, on a pu couper les ongles, on a pu faire le vaccin, on a pu faire une gastroscopie, on a pu soigner une dent. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est énorme. On a fait un électrocardiogramme. Donc c'était très important pour nous et on avait préparé ça mais des mois avant. Et capoté parce qu'il y a une nana, enfin, franchement ça a été vraiment insupportable. Voilà. Et en fait, Marinette, tout simplement Marinette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé Stéphane dans le couloir. Et Stéphane dans le couloir, ça a été juste magique. En fait, pourquoi on n'a pas pensé à ça dès le début? Alors déjà, il était tout nu parce qu'il s'est déshabillé complètement. Il avait fait caca un peu partout, donc c'était super. Donc il est parti dans le chariot de soins. Il est rentré donc dans le fameux bureau de la nana suscitée. Et là, tout de suite, le bloc a été prévenu. Nous sommes descendus dans la seconde, voilà. Donc non, mais vous voyez, on en est là, quoi. C'est vraiment, on est des pestiférés, en fait. Il faut toujours nous mettre au fond, loin. Même si j'étais le médecin référent, alors là, j'ose dire que tout d'un coup, il faudrait quand même qu'il y ait une hiérarchie. On se dit, tiens, elle va peut-être... Bon, pas mieux, hein, je veux dire, moi j'étais là pour lui, hein, voilà, sur le temps de la masse, je suis partie à l'hôpital pour ça. L'intérêt aussi de... Le méopathe, justement, pour Stéphane, ne fonctionne pas. Ah oui, voilà, c'est parce que voilà, le méopathe ne marche pas. Et... Alors, on parlait tout à l'heure des neuroleptiques, il ne faut pas en mettre, où il y en a eu pas mal. Attendez, nous, c'est pareil, hein, on a des listes phénoménales de neuroleptiques, de psychotropes. Croyez pas qu'on a la magie. Hein. Ceux qui sont en institution sont souvent sédatés. Hein, mais là-dessus, en fait, sur la sédation, c'est quand il y a en plus un trouble de comportement, c'est pour ça que Lionel Couquet, qui est avec moi et qui m'aide beaucoup là sur les prises en charge, on essaye... Alors, moi, j'ai le côté somatique, je règle le problème parfois à 50%, et lui règle l'autre partie du problème, qui est effectivement... le problème développemental, psychiatrique, parce que malgré tout, il y a quand même un fond, hein, ce n'est pas c'est pas un masque, l'autisme, hein, c'est une maladie à part entière avec des troubles de comportement, des troubles de la sensorialité aussi. On peut bien s'imaginer que Stéphane, dans cette chambre-là, la lumière, l'inconnu, tout ça l'a complètement paniqué, les bruits, les néons. Regardez-moi comme déjà, c'était un peu juste pour nous quatre là, intervenantes ce matin de venir ici face à vous. Donc, et encore, on est verbal et on a un bon niveau de compréhension normalement. Et donc, on a du mal, hein, on transpire des mains et c'est compliqué. Donc eux évidemment, c'est pire. C'est pire de chez pire. Voilà. Non, je voulais juste terminer. Le projet de la masse, justement, c'est de réduire les psychotropes au travers de l'éducation. Donc, au quotidien, les résidents autistes ont une éducation structurée. Et en 6 ans, on a pu quand même diminuer certains psychotropes chez certains résidents. Ça, c'est vraiment formidable. Maintenant, on va vous présenter donc, les handiconsultes 83 Aviso qui sont donc, du coup présents sur l'hôpital Toulon, la Seine-sur-Mer et donc l'hôpital Georges Clemenceau, et donc qui permettent un accès aux soins aux personnes en situation de handicap ayant des difficultés d'accès aux soins. Donc c'est une consultation dédiée.
Donc le constat qui a été fait donc, par l'équipe de l'IME, c'était que du coup ils avaient beaucoup de difficultés à accéder aux soins généraux pour les personnes donc, en situation de handicap et notamment dyscommunicants et avec autisme. Et donc, fort de cet engagement et donc de la rencontre avec le docteur Saravan, comme l'a expliqué le docteur Pernaut, l'infirmière s'est dit il faut absolument donc, du coup, créer ces handiconsultes. Et il y a eu un appel à projet de l'ARS qui est sorti en 2018. Et donc, Aide Ravard s'en est saisi avec comme porteur de projet le CHITS. Et donc, est né en 2019 les handiconsultes 83. Donc le premier handiconsulte, il est dans le 74 et il est né en 2012. Ensuite, du coup, donc, il y a eu création de plusieurs handiconsultations en France et donc la naissance d'une autre en 2019. Mais on peut voir que c'est encore pas assez répandu. Donc du coup, le dispositif, il a pour objectif de favoriser la continuité de la coordination des soins en ambulatoire, de faciliter et d'optimiser la prise en charge lors des hospitalisations et de développer le travail du réseau soignant avec les hospitaliers et les libéraux. Nous, on est vraiment là pour faire le relais entre tout ça. Voilà, la coordination. Ce qui se passe, c'est qu'on reçoit les appels donc, des familles ou des établissements de soins ou même des professionnels de santé qui sont en difficulté face à une problématique de soins et on est là pour y répondre. Soit on peut y répondre en accompagnant le patient vers la consultation de soins, soit on n'a pas cette réponse-là dans nos tiroirs, on va dire, et à ce moment-là, on oriente le patient et en tout cas, on donne une réponse. Voilà, donc on n'est pas que une consultation dédiée, on est aussi un peu une ressource pour les professionnels de santé, les familles, et voilà, un relais entre tout ça. Donc les bénéficiaires, donc du coup, c'est bien évidemment donc, tous les patients en situation de handicap avec une spécificité pour les personnes dyscommunicantes. Et donc on accueille également avec le patient les familles, les établissements, les professionnels, etc. Donc les particularités de nos patients, ce sont donc les troubles sensoriels, comme on peut connaître, les patients hypocommunicants ou dyscommunicants, les intérêts restreints, l'intolérance au temps d'attente, la déficience intellectuelle, les troubles du comportement, et en tout cas tous les troubles qui empêchent où il peut y avoir en tout cas des difficultés d'accès aux soins. Donc ça j'y reviens, donc c'est les bénéficiaires, c'est les familles, les aidants, les professionnels du CHITS et les acteurs de santé du libéraux. Et les professionnels des établissements, bien évidemment. Alors, ça a été un travail en partenariat avec l'ARS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'ARS qui, du coup, a fait cet appel à projet et, du coup, est financeur de ce dispositif. Le CODES 83 qui nous a aidés, du coup, dans la communication et dans le montage du projet. Et qui nous aide toujours du coup dans la création actuelle de la formation aux professionnels de santé de l'hôpital. Ils sont présents très souvent avec nous pour nous accompagner au quotidien dans nos problématiques d'expansion du dispositif. Ensuite, Aide Ravard, donc Aide Ravard qui du coup met à disposition donc, le personnel on va dire formé aux soins des personnes en situation avec handicap. Et donc c'est cette force aussi qui fait de notre équipe, c'est qu'il y a cette expérience Aide Ravard et cet engagement du coup de s'occuper de personnes en situation de handicap. Et ça, donc, c'est notre équipe, donc le docteur Pernaut, moi-même, le docteur Couquet, qui est le pédopsychiatre, Patricia, et le docteur Noré, qui est le chirurgien dentiste. Donc, il faut savoir que donc, on est sur 3 sites, que vous pouvez voir ici sur l'affiche. Sur l'hôpital Sainte-Musse, on y est essentiellement pour les consultations avec le docteur Couquet, et pour l'accompagnement des patients dans les spécialités, puisqu'on accompagne aussi les patients dans les spécialités de l'hôpital, ophtalmo, dermato, électroencéphalogramme, etc.
Ensuite, on est aussi à l'hôpital George Sand où on a là un local dédié que vous pourrez voir sur certaines photos qui sont derrière vous sur la table là où on a mis les outils. C'est un local du coup qui est complètement adapté à l'accueil des personnes en situation de handicap, notamment dyscommunicants, puisqu'on a beaucoup d'outils comme des pictogrammes, etc. que vous pourrez ensuite regarder. Et où on accompagne aussi les patients vers les spécialités. Et ensuite, on a l'hôpital Georges Clemenceau, où on a donc c'est ici, hein, où donc on a un local qui nous est prêté par Handidan et où on peut faire des soins dentaires au fauteuil, voilà, où il y a le méopa et où on a l'espace de pouvoir mettre et un fauteuil roulant et où le patient aussi peut déambuler autour du fauteuil. Voilà. On Ouais, a un encore. dentiste ad hoc. Et on a Occupé toute sa vie. tout à fait. On a un handicapé, dentiste. donc Il a cette expérience. C'est vrai que ce dentiste a vraiment. C'est comme le docteur Couquet, c'est des médecins qui sont quasiment en retraite, ou même on pourrait dire ils sont en retraite. Ils n'ont pas pris leur retraite parce qu'ils sont très engagés donc, dans le handicap. Et ils ont voilà, cette connaissance et cette expérience qui fait qu'ils arrivent à faire des choses incroyables. Ils ont pas peur du soin, ils y vont et ils dépatouillent toutes les situations possibles et inimaginables. Vraiment, moi je trouve que c'était incroyable. Ouais. Franchement, c'est 2 personnes ressources. C'est vrai, c'est 2 personnes ressources. Mais vous aussi, docteur Fernand. C'est une équipe en fait. C'est une équipe de choc. Donc, ouais, ça a été vu. Donc après, voilà, on accompagne dans tous les soins. On peut accompagner voilà, pour de la prévention, de la santé bucco-dentaire, douleur, gynéco, pneumo, cardio, etc. La nutrition aussi. La nutrition aussi, puisqu'on a fait une formation voilà, pour accompagner des troubles de comportement alimentaire, hein, tout à fait. Chez les autistes. Tac. Ça, on l'a dit aussi. Oui. Je crois qu'on est bon. Moi, je crois qu'on est bon. La petite- On va mettre la petite vidéo. Les personnes en situation de handicap ont en France une espérance de vie plus faible que celle de la moyenne de la population. Ce constat s'explique par une organisation et une prise en charge des soins inadaptés à leurs besoins, ainsi qu'un trop faible accès à la prévention en santé. C'est dans ce contexte qu'est né le projet Aviso. Initié en 2019 par le Centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seine, il s'adresse à toute personne, enfants, adolescents et adultes, en situation de handicap et en difficulté d'accès aux soins. Pour en bénéficier, la prise de rendez-vous est obligatoire. Elle s'effectue par téléphone du lundi au vendredi. En cas d'absence, une boîte vocale et une adresse mail sont à votre disposition. Ce temps clé permet de repérer les besoins de la personne en situation de handicap ainsi que les demandes des aidants. Une fois les besoins identifiés, des outils sont mis en place afin de faciliter l'accès aux soins et amener vers plus d'autonomie. Ce dispositif vient tout particulièrement en aide aux personnes dyscommunicantes. L'équipe Aviso accompagne ensuite le parcours de la personne à travers un réseau de professionnels sensibilisés. Le dispositif est également un centre ressources et d'appui pour l'ensemble des acteurs concernés. Ce projet, financé par l'Agence régionale de santé PACA, est porté par le Centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seine-sur-Mer en partenariat avec Edravar et le CODES 83. Donc comme on a vu tout à l'heure, en fait, la consultation, quand on arrive tout en haut, on a presque gagné, mais en fait, il y a tout ce parcours-là on ne s'est pas forcément rendu compte et qui nous a pris énormément de temps. Alors comment ça se déroule, la consultation handicap? Quand vous nous appelez, Ludivine vous l'a dit tout à l'heure, vous allez être accueilli au téléphone, soit par le docteur Pernaut, soit par Ludivine, soit par moi. Ça peut être soit le patient qui nous appelle, soit l'accompagnant, les structures. Et là, on va vous poser un certain nombre de questions. Alors pourquoi? C'est pas qu'on est curieuse, qu'on veut savoir des choses. Si en fait, on va essayer d'adapter au mieux l'accueil et la consultation du patient. Donc, aussi bien on fait ça directement par téléphone, on prend des notes. Et après, on va vous envoyer, dans un deuxième temps, une fiche de liaison à nous renvoyer complétée. Donc, on commence par le téléphone, on vous envoie la feuille, on prend le rendez-vous en fonction de ce que nous vous avez demandé. Donc là, on voit, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas forcément des créneaux prioritaires, mais on arrive en général plutôt pas mal à avoir
des rendez-vous peut-être un peu plus rapides, ou si ça ne va pas et qu'on a besoin, on demande au docteur Pernaut d'appeler ses collègues, et des fois ça va un peu plus vite aussi. Voilà, donc on prend le rendez-vous. On prévient les professionnels concernés du public qu'on va emmener. On récupère, comme vous a dit Ludivine tout à l'heure aussi, pour éviter les temps d'attente, on va dire aux structures, donnez-nous les papiers d'identité, les copies des papiers d'identité, la sécu, la mutuelle, en fait tout ce qui va nous permettre à nous d'aller faire l'enregistrement au bureau des entrées avant. Ce sera tout ce temps, parce que des fois on perd énormément de temps juste pour des papiers administratifs. On va faire ça en avance. Si besoin, on aura discuté avec vous, vous aurez discuté aussi avec les médecins de la structure, le personnel soignant, les parents, toutes les personnes qu'il faut pour savoir si cette personne a besoin ou pas d'une prémédication. Il y a certaines personnes, on va pouvoir faire une consultation, un examen sans trop de choses en amont, et il y en a d'autres, ce ne sera pas du tout possible. Donc il faudra bien qu'on pense avoir tout ce côté-là, sinon on va peut-être arriver directement à un échec de soins. Donc en fait on essaye de voir de façon plus complète la situation pour être sûr de rien oublier et de mettre toutes les chances de notre côté pour la première fois. Voilà. Et après, oui, une fois qu'on est arrivé, donc on va vous accompagner. Comme on disait tout à l'heure, on prend tout le monde. Moi, des fois, je suis déjà arrivée en consultation chez le dentiste. On m'a dit, il a voulu, on m'a emmené l'institutrice parce que l'enfant, ça allait mieux que l'institutrice. Il voulait papy, mamie, je sais plus, il y en avait 5. C'est pas grave, on a pris les 5. Et on a réussi à faire notre examen. Et après, il faut bien pas que nous oublie. Donc, si c'est nous qui les prenons en charge directement, on sait que nos patients ne sont pas du tout patients. Ça, c'est le plus compliqué. Donc, la moindre chose, ça peut vite déraper. Donc, il faut qu'on anticipe tout ça. Donc, le jour de la consultation, comme on vous a dit tout à l'heure déjà, on essaye de limiter au plus. Donc, Marinette en a fait les frais plusieurs fois, nous aussi. Le fameux jeune qu'elle a accompagné le jour de l'anesthésie générale avec le docteur Pernaut, en fait, moi, je l'avais emmené la première fois à l'hôpital de hier parce qu'avant de se retrouver au bloc, il faut qu'on les emmène, qu'ils aient la phobie de l'hôpital, des soins, de tout ce qu'on veut. On n'a pas le choix, donc il fallait le voir physiquement. Donc ce jeune homme, il a très très peur de l'hôpital, donc il a fallu l'emmener dans la voiture, le sortir de la voiture, l'enregistrer au bureau des entrées, attendre dans un couloir, parce que c'est souvent ça en ce moment, des fois les hôpitaux, en fonction de comment est fait l'hôpital, c'est un couloir, les salles d'attente sont là. Et il fallait attendre pour voir le dentiste et on ne savait pas quand on a ouvert la porte. Il y avait vraiment un fauteuil de dentiste, alors là c'est parti en catastrophe. Et après il fallait quand même voir l'anesthésiste et au final comment ça avançait, parce que j'avais travaillé dans cet hôpital-là quelques années auparavant et qui m'a tout retourné le couloir en disant qu'est-ce que c'est que ça. Puis une de mes anciennes collègues me dit qu'est-ce que tu fais là. Je dis je voudrais juste qu'on me mette dans un coin, qu'on ne soit pas au milieu du couloir. Et là, on nous a mis dans une salle et après, ça a été plus vite. En 2 mots, j'explique la situation. J'ai dit, est-ce que je peux le remettre dans la voiture? Et on voit après, parce que de toute façon, on ne pouvait pas l'examiner. Mais c'est médico-légal, il faut déplacer les personnes. Voilà, donc la première fois, c'était très compliqué. La deuxième fois, voilà. Et après, on essaye de s'adapter, on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué. Finalement, après notre première entrée, on avait réussi à ce que les gens comprennent qu'il nous fallait plusieurs choses pendant une anesthésie générale. Contentement aussi de voir le progrès social que représente la prise en compte de la santé des personnes avec handicap les plus dépendantes et qui sont d'un abord complexe. C'est, je pense, cette expérience et cette volonté qui contribuera également à mieux prendre en compte la santé du public ordinaire, la santé des populations. Car c'est un modèle qui vraiment remet au centre de la relation de soins, la relation avec le patient, l'empathie, le respect de l'autre et la prise en compte de ses priorités. C'est vrai, ça réinstaure une relation d'équivalence qu'on a souvent perdue dans la relation de soins en milieu ordinaire, si je puis dire. Voilà, donc contentement aussi égoïste de saluer au travers de cette journée symbolique l'action des associations militantes dont Aidravar fait partie, associations de famille. Alors il y a des petites associations comme Aidravar, Autisme Solidarité, la Maison Bleue, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui ont réussi à faire bouger les lignes avec de très petits moyens.
C'est un peu l'image des petits insectes qui portent sur leur dos des poids, des charges parfois beaucoup plus lourdes qu'elles, 10 à 100 fois leur poids, mais qui arrivent parfois à construire des montagnes. Voilà. Merci à l'ADAPT d'être venu présenter son dispositif qui vient au secours de familles avec la problématique des adultes en particulier qui sont sans solution. Voilà. L'appui aux familles, c'est vraiment l'ambition d'AIDRA. C'est un de ces brins d'ADN essentiels. C'est à partir de cela que l'association s'est bâtie. Sur la base de l'échange, l'écoute, la prise en compte des besoins des familles et également l'écoute non seulement des personnes, bien sûr, la prise en compte de leurs besoins, mais également l'écoute des progrès probants en dehors de tout dogmatisme, qu'il soit médical ou institutionnel. Voilà. Donc voilà, nous vous remercions de cette journée, nous espérons que vous nous suivrez à l'occasion de nouveaux développements, parce que je pense que les projets, il y en a encore beaucoup, de nombreux. Voilà, on n'est qu'au début.